Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et notez que les 27 États membres de l'Union européenne accordent à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat justement pour intégrer cette union. On verra ce qui se passe par la suite. En tout cas, en local, la plateforme d'intervention régionale en Amérique de la Croix-Rouge, la PIRAC, s'est dotée d'une unité mobile de dessalement d'eau de mer. Le dispositif permet de dessaler 1 mètre cube d'eau par heure. Un outil qui peut s'avérer très utile en cas de catastrophe naturelle. Le reportage de Stanley Manicor. On travaille sur un système de potabilisation de l'eau de mer en direct. C'est une unité mobile en fait qui peut être déployée en urgence suite à des catastrophes telles un séisme ou une inondation ou un cyclone pour produire rapidement de l'eau potable pour les populations à partir d'eau salée. Donc elle est dédiée pour l'instant à être déployée sur la Caraïbe pour venir en secours aux populations en urgence. Oui, c'est ça. Cette unité pour l'instant est unique. Il y a un seul exemplaire. On a travaillé donc avec notre partenaire Aquassistance qui est basé en métropole et donc on a fait le choix de placer cette unité dans la Caraïbe puisque c'est évidemment le terrain le plus propice à un déploiement d'urgence vu qu'on a, comme vous le dites bien, de l'eau de mer tout autour de nous et certaines îles n'ont pas d'eau de surface, pas d'eau douce comme ça a été le cas à Saint-Martin en 2017 après Irma et donc on est obligé d'avoir des techniques de potabilisation d'eau de mer. Aujourd'hui on utilise de l'osmose inverse. L'osmose inverse permet de séparer les sels de l'eau potable qui pourra être au service des bénéficiaires en situation d'urgence. Une fois qu'on a installé la machine, ce qui peut prendre une journée et qu'on a mis en route encore une demi-journée, c'est instantané pour produire l'eau potable et on peut produire 1 mètre cube par heure. Ce qui permet du coup, si on tourne 10 heures dans la journée, en situation d'urgence avec les normes de l'OMS, de produire pour une journée pour 800 bénéficiaires. Il faut que ça soit des gens formés, donc c'est des techniciens Aquassistance qui doivent faire tourner la machine avec l'aide de la PIRAC qui sont formés aussi. Tout à fait. En cas de catastrophe dans la Caraïbe, je trouve que c'est une bonne initiative de transformer l'eau de mer en eau potable, bien sûr. Là, c'est une semaine complète de formation et d'exercice. C'est la première formation, parce que cette unité est vraiment toute nouvelle. Et donc, elle est dédiée aux bénévoles de la Croix-Rouge française, de la PIRAC et aux bénévoles d'Aquassistance qui seront amenés à devoir utiliser en urgence cette station sur un territoire caribéen. Et avec la période cyclonique qui s'annonce très active, la communauté d'agglomération Cap Excellence procède au curage des canaux de son territoire. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont à pied d'œuvre et ce n'est toujours pas terminé. Le reportage. Il s'agit des travaux que nous réalisons, Cap Excellence, dans le cadre de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et faisant suite aux événements, aux inondations de fin avril, 30 avril, et aussi par rapport à la période cyclonique. Donc nous avons enclenché un certain nombre de travaux de curage, notamment au niveau du canal de Vieux-Bourg, canal de Lafont, canal du Creps, canal de Petit-Pérou, canal aussi de Verguin. Donc c'est en prévision des inondations. Donc nous enlevons tous les déchets blancs qui se trouvent notamment dans le canal de Vieux-Bourg, les végétaux, donc de manière à ce que l'eau puisse s'écouler naturellement. Et donc c'est ce travail-là que nous avons toujours fait au niveau de Cap Excellence et nous continuons à le faire parce que nous sommes dans la période cyclonique et nous avons en mémoire les événements, les dégâts qui se sont évidemment déroulés au mois d'avril. Mais en tout cas, nous faisons tous les efforts, tout ce qu'il faut pour que nous puissions améliorer le quotidien de la population, pour qu'on puisse aussi faire les travaux qui s'imposent, mais nous n'avons jamais réglé totalement le phénomène des inondations. Nous avons des outils, nous avons
la compétence. Et donc nous travaillons et nous pensons que d'ici quelques temps, nous allons pouvoir améliorer sensiblement toutes les conséquences des inondations. On est en charge pour la communauté d'agglomération de Cap Excellence de réaliser un curage des caniveaux sous la zone de l'agglomération. C'est un travail qui est lourd et un peu méticuleux parce qu'en fait, il faut qu'on fasse attention dans l'intervention parce qu'en fait, il y a des réseaux qui passent dans les canaux, donc il faut faire extrêmement attention pour ne pas les toucher, quoi. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est dessus. Là, on est sous la phase finale. On va rester ici, je pense, encore 2 jours. Et après, on ira sur le site de Sonis. À ce jour, quels sont les objectifs de ce travail, de ces travaux? C'est en fait, si vous voulez, d'enlever, tous les détritus flottants ou pas, je dirais, et même voir, à enlever, à abattre des arbres qui sont dans le lit du cours d'eau, et ainsi de permettre l'écoulement naturel de l'eau. Voilà un petit peu en synthèse ce qu'on peut dire sur ces travaux. Ensuite, donc, le montant de ces travaux s'élève pour l'heure, à 41 000 €. Et comme le disait M. Micheli, on a identifié des secteurs prioritaires, mais à ce jour, nous sommes en relation avec les 3 directions des services techniques des 3 villes membres pour identifier d'autres sites, pour qu'on puisse engager une programmation ultérieure au titre de la GEMAPI. Et la gastronomie s'invite à l'EHPAD Palais Royal aux Abîmes. À la demande de la direction, le chef Jimmy Bibrac a installé un restaurant éphémère dans l'établissement de santé. Une nouvelle occasion de poursuivre la valorisation du patrimoine à travers l'art culinaire auprès de tous les publics, où qu'ils soient, c'est son credo. Nos seniors ont donc eu droit à un repas 5 étoiles, le reste en images. On a eu l'opportunité de pouvoir obtenir des fonds de la Fondation Bruno. Et grâce à ces fonds de la Fondation Bruno, on a sollicité la collaboration du chef Jimmy Bibrac. Et ensuite, on a pu monter ce projet. Donc la gastronomie s'invite dans les EHPAD. Les résidents n'ont pas besoin de sortir, mais la gastronomie va jusqu'à eux. Et on a mis vraiment les petits plats dans les grands. D'ailleurs, on peut même dire les bocaux dans les plus grands bocaux, parce qu'en fait, vous avez 2 services, un service ici et un service dans les unités pour les résidents qui ne peuvent pas se déplacer. Quand on me propose ce type de projet, moi je suis toujours partant parce que je suis là pour justement faire valoir et partager cette gastronomie. Comme je le dis toujours, c'est la valorisation du patrimoine à travers l'art culinaire. Et j'ai le devoir de le mettre à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à me déplacer pour ce type d'événement. Des fois, c'est pas évident. On doit quand même contrôler parce que nous avons des mixés, des gens qui mangent mixés, nous avons des gens qui mangent normaux. Il y a des régimes à respecter. Mais on a pu respecter tout ça avec le menu que nous avons choisi avec le chef Jimmy Bibrac. C'est tout à fait normal de pouvoir conjuguer toutes ces pathologies avec la cuisine parce que la cuisine a d'abord l'outil premier, la mission première de la cuisine, c'est d'abord nourrir l'être. Donc, quel que soit mixé, sans sel, avec sel, sans gluten, avec gluten, la cuisine, elle se fait. La cuisine, c'est de l'amour, c'est du partage. Et après, derrière, c'est le cuisinier qui va ramener ce côté fun, ce côté croquant, croustillant, qui va faire que la cuisine, elle va être bonne, tout simplement. On a des patients qui pouvaient se déplacer, donc on a réalisé un restaurant éphémère pour eux sur place. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on a fait la mise en bocaux et on a livré directement de manière gastronomique pour que les choses soient aussi agréables. On a mis le paquet vraiment depuis hier qu'on travaille sans repos. Ce matin, très tôt, à 5h30 du matin, mon équipe était là pour pouvoir travailler aussi sans problème. Et franchement, on a réussi quelque chose de super bien. Rien n'est laissé au hasard, depuis le cocktail jusqu'au pain, en passant par le dessert qui est passionnément mango aujourd'hui, puisqu'on est en pleine saison de mangue et de passion. On a voulu travailler en entrée la betterave, la noix de coco, le poisson. Et puis en plat chaud, on a un super agneau sauce cacao qu'on a réalisé avec toute l'équipe. Et je tiens justement à remercier toute l'équipe de l'EHPAD et tous les dirigeants aussi qui m'ont invité aujourd'hui à cette manifestation. Et merci aux gens qui sont là pour déguster cette cuisine parce que sans eux, moi, je ne suis rien. Un reportage signé Stanley Manicor. Et puis la moindre des choses aurait été de leur assurer ce type de service tous les jours. Et on part pour le lancement du Salon Fête à Live en Babois à Petit Canal. L'occasion de valoriser notre patrimoine littéraire, mais aussi le site de Duval. Le reportage. Un salon du livre qui se lance, la première édition, avec une connotation particulière, livre en babois.
Et vous voyez les livres qui sont suspendus sur les suretiers et sur les arbres qui se trouvent ici. Le site est approprié parce que c'est un site historique avec, je dirais, une certaine valeur patrimoniale. Et vous savez comment nous accordons, je dirais, une importance à l'histoire à Petit Canal. Petit Canal, carrefour de l'histoire, avec les Marches, Boutiran, ici même Duval, sans compter, je dirais, les différentes habitations qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe et qui se trouvent sur le territoire de Petit Canal, mais du Nord-Grande-Terre aussi. Et donc, c'est une fierté de pouvoir tenir cette première édition du salon ici à Duval. J'ai suggéré, et je crois que cela se fera, puisque le maire de Petit Canal, qui est le premier vice-président de la CNGT, je crois, est tout à fait d'accord avec les maires des autres villes du territoire du Nord-Grande-Terre, avec M. Boutin, le président de cette manifestation et de celui qui a été à l'origine de ce concept-là. Je crois que nous sommes d'accord aujourd'hui pour dire que cette fête se fera chaque année sur le site de Duval, et que notre ambition, c'est d'aller vers d'autres horizons. Pas demain avoir la journée des enfants, des élèves et des jeunes. Samedi et dimanche, les journées grand public, et on verra ce que ça donnera si le public répond. On les appelle à venir nombreux sur le site, où ils pourront passer un bon moment parce qu'il y aura des livres, il y aura des auteurs, il y aura des écrivains, il y aura de la restauration, il y aura de l'animation. Donc ils peuvent venir sans crainte. Donc c'est belle parce que tout le monde y en est pour l'idée qui est noble, qui est belle. Et c'est ça qu'on construit un pays. C'est-à-dire cette idée de faire société, de construire un peuple à travers la lecture, les écritures, et surtout des valeurs sûres qui sont les nôtres. Un pays qui fait... en bonne île qui fait tout ça bel écrivain, tout ça écrivain qui fort, que tout le monde va reconnaître l'autre bord, eh bien minimum nous pouvons faire à niveau à nous, c'est de mettre travail à eux, contribution à eux, en main à tout le monde, en main à tout jeune Guadeloupéen, pour que demain après, ben nous fait des petits condés, nous fait des petits pépins, nous fait des petits grippons, nous fait des petits, des petits elchides qui travaillent à continuer. Donc c'est vraiment ça que les phares demeurent à jamais allumés. Et là c'est une très belle opportunité pour renouer avec le livre, combattre l'illettrisme aussi, et vraiment construire le peuple, construire la société. On parle d'éducation populaire, on parle de pleine valeur, on parle de construction de peuple, on parle de lecture publique. Et bien là, il faut aller au-delà avec du concret comme cela. Et c'est très bien d'associer les scolaires, d'associer les professionnels, les écrivains, nos intellectuels. Et le pays fait bloc dans de belles opérations comme celle-là. Et les images sont signées Olivier Félix. Et on ouvre le volet sport avec le triathlon des écoles de la ville de Sainte-Anne. 183 petits se sont affrontés sur les 3 épreuves avec de la natation sur 50 mètres, du vélo sur 2 km et 500 mètres de course à pied. Le retour en image avec Maxime Morel. On a mis tout au cours de l'année des séances d'apprentissage en natation, en vélo et en course à pied. Donc il paraissait tout à fait normal qu'en fin d'année, on leur propose de mettre tout ça ensemble et de voir comment ils se comportent. Donc ce sont des élèves qui vont du CE2 au CM2. Donc comme j'ai dit, 183 élèves à peu près qui vont prendre le départ ce matin sous un temps merveilleux et loin de la brume de ça, puisqu'on est sur un report la manifestation devait déjà avoir lieu le jeudi dernier. Ils sont impatients de commencer, le temps de faire les derniers ajustements au niveau de la sécurité, puisque la police municipale nous accompagne de façon très très serrée pour qu'on puisse bien sécuriser le parcours sur la route. Donc on attend un dernier ajustement et ils vont prendre le départ dans quelques instants. Les enfants partent de la plage du Beau, au niveau de la digue, vont devoir nager 50 mètres. Et sortir de l'eau pour aller récupérer leur vélo qui est déjà prêt, qui est organisé par les parents. Ensuite, partir sur route pour une distance de 2 km, rejoindre le complexe sportif de French et arriver là-bas, ils vont participer à la dernière phase de ce triathlon qui est la course à pied, 500 mètres sur le terrain de football. C'est top en fait, c'est vraiment la jonction de plusieurs activités, de plusieurs disciplines. Donc c'est le travail de toute une année parce qu'ils ont fait du vélo, ils ont fait de la natation, ils ont fait de la course à pied à l'école. Donc c'est un aboutissement. Ça a été, il y avait des petits coups, sinon je faisais comme si il n'y avait pas de coups et aussi c'était super. Grande championne a gagné, elle a gagné sa session de nage, donc je suis fière d'elle.
Et on se rend maintenant à Pierre et Vacances pour la présentation des premiers Jeux de la Caraïbe et l'inauguration du village Caribbean Games. Cette année, pour la première fois, la Guadeloupe accueille cette compétition sportive qui rassemble pas moins de 30 pays. Autour de 7 disciplines, nos champions devront se surpasser en athlétisme, natation, vélo, futsal, netball et judo. Bon, il y aura des adaptations à faire pour le netball puisque c'est pas une discipline qu'on pratique ici en Guadeloupe, mais on espère qu'ils vont quand même nous faire honneur. À noter que les tickets pour les compétitions seront disponibles uniquement en ligne. Développement durable oblige. On fait le point avec Alain Sorez. Ce sont les premiers Jeux de la Caraïbe. Il y a eu plusieurs tentatives, donc c'est pour cela qu'avec tous nos collègues de la Caraïbe, nous voulons absolument faire cette première édition en 2022 et donc en Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous allons mettre tous les moyens, même si pour une première édition, nous nous attendons à quelques difficultés en termes de management, mais également aussi en termes peut-être de sportifs. Donc c'est une première édition avec tout ce que cela comporte, dans un contexte très difficile. À la fois après 2 ans d'arrêt, après des difficultés financières, avec un contexte économique pour certains pays, certaines délégations. Donc voilà, nous avons des médailles possibles, notamment peut-être en natation. Comme d'habitude, j'allais le dire. Mais dimanche, nous avons le rassemblement de cette fois-ci de notre équipe Guadeloupe. Et nous allons faire passer le message, cette fois-ci, le message sportif, à ce que nous attendons comme comportement de nos sportifs. Nous sommes habitués, nous avons accueilli les Carifta, nous avons l'habitude d'accueillir donc des événements de taille. Nous avons tout simplement remis en place les fonctions habituelles, la restauration, l'hébergement. Et puis nos équipes sont rodées. Donc il s'agit pour nous d'une opération, je ne dirais pas de routine, mais nous maîtrisons ce type d'événement. Donc nous sommes sereins et les attendons avec beaucoup de plaisir. Le public a un rôle à jouer. Nous essayons, je l'espère, nous allons dire aux Guadeloupéens de faire l'effort parce que nous avons décidé de faire, que ce soit les tickets gratuits, que ce soit les tickets payants à 5 € sur seulement allmall.com. Donc de faire l'effort de jouer le jeu du numérique et de ne pas s'attendre à avoir forcément, parce qu'en principe, il n'y a pas de guichet le jour des événements sur les sites. Donc de faire cet effort d'aller sur le site internet allmall.com pour avoir ces tickets gratuits ou payants. Et nous verrons à quelques jours de l'ouverture des Jeux si ça prend. Sinon, il faudra s'adapter parce qu'apparemment, les Guadeloupéens n'aiment pas trop la vente des tickets en numérique, mais nous allons essayer d'innover en ce sens-là et nous allons nous adapter. Mais en tout cas, il y a suffisamment de tickets gratuits et nous demandons au maximum de Guadeloupéens d'essayer de remplir les stades, de remplir les sites et de mettre l'ambiance. Et on part pour la MG Race à Marie-Galante. Oui, ça s'est bien passé. Dans une organisation de sport mécanique, le plus important déjà, c'est que on n'ait pas de blessés, qu'on n'ait pas perdu un pilote. Voilà, bon, il y a eu des pannes, et ça c'est normal, c'est un sport mécanique comme je le disais, mais globalement ça s'est bien passé. La première étape, bon, je coupe la ligne d'arrivée en premier. Mais il y a une bouée que j'ai ratée, donc du coup j'ai marqué 0 points. Donc la deuxième, je la gagne, donc ça me remet dans le coup. Ben, tant mieux, on est là, on va continuer. La course, elle est encore longue, c'est jusqu'à samedi. Donc encore plein de choses peuvent se passer. Bon, espérons que tout va bien se passer jusqu'à samedi et qu'on pourra remporter peut-être cette course. C'est qu'on a un départ décalé, on ne part pas tous en même temps. Donc forcément, on a un petit peu de mal à savoir où on est exactement parce qu'on remonte progressivement sur les gens qui sont partis devant nous. Mais bon, déjà, on n'a pas les mêmes machines, elles sont beaucoup plus puissantes, les leurs. Donc il faut vraiment revenir tranquillement. Bon, on sait qu'à partir du moment où on les a rejoints, on est devant eux au scratch puisqu'on part derrière. Mais bon, là, pour la finale, je ne sais pas trop, là, mais ça doit pas être trop mal. 1 ou 2 maxi. Parle-moi un peu des conditions de mer. Comment c'est, là? C'était toujours bien flat? Ah non, là, ça bouge beaucoup. Au fond, c'est... Je crois que vous aurez de belles photos parce que dans le bateau, ils sont régalés. Il y avait des creux de pas loin de 2 mètres là où il y avait la bouée. On faisait des gros jumps. Non, ça bougeait vraiment pas mal. C'était des vraies conditions de offshore. Cet après-midi, c'était bien. Maintenant, demain, l'étape qui va nous emmener à Saint-Félix. Je ne sais pas quelles sont les conditions météo de prévues, mais ça devrait être une étape très compliquée parce que ceux qui n'ont pas de GPS, on ne parle pas de tracker parce que le tracker, ça nous permet à nous, au PC Course, de savoir où est le pilote. Mais lui, le pilote, s'il n'a pas un GPS, il ne peut pas forcément savoir où se trouve la bouée. Et là,
il va falloir faire très attention. Donc demain, je pense que ce sera encore une autre course. Faire preuve de beaucoup de pilotage, de beaucoup aussi de maîtrise par rapport à la machine, puisqu'il faut se préserver soi, mais aussi la machine, puisque c'est les deux. Il faut une bonne alchimie entre les deux qui permet, cette alchimie, c'est ce qui permet justement de passer la ligne d'arrivée dans de bonnes conditions. Donc samedi, j'espère que ça va se lever un petit peu et qu'on verra bien quels sont les meilleurs pilotes sur cette MGOS. Quand on vient sur une course comme Marie-Galante, même nous organisateurs, puisqu'on vient tous de Guadeloupe, c'est un vrai challenge. Parce qu'il faut trouver les hébergements, s'il y a une vraie logistique. Après tout ça, c'est un coût. Maintenant, on va s'asseoir, à la fin de la manifestation, on va s'asseoir autour d'une table, discuter avec les collectivités. Mais en tout cas, la région a bien compris qu'il fallait donner un souffle nouveau à Marie-Galante et il nous accompagne sur cet événement. C'est important de faire les comptes. Et afin de développer l'insertion sur son territoire, la ville de Bémao mise sur la création d'un guichet unique regroupant tous les partenaires. Un projet contractualisé ce jour avec la signature de divers partenariats avec les acteurs sociaux. Plus de précisions dans le reportage. C'est toute une équipe qui est à l'origine de tout cela. L'équipe, bien sûr, pilotée par l'élu en charge de l'insertion professionnelle et par l'activité économique d'Alila Eustache, qu'on appelle la cellule insertion et cohésion sociale, mais aussi le cabinet du maire, mais tous ses partenaires qui aujourd'hui, ont participé à nos côtés à la signature de cette belle convention de partenariat. Je veux parler de l'ADI, bien sûr, je veux parler également de la mission locale, du Pôle emploi, de la région Guadeloupe. Également, je veux parler aussi de Guadeloupe Formation. L'idée et l'objectif pour nous, tous ces partenaires ensemble, travailler ensemble, mutualiser nos forces, mutualiser nos moyens afin d'accompagner nos publics ciblés sur le territoire de Bémao, nos jeunes, nos moins jeunes, nos personnes en situation de handicap, de manière à pouvoir leur permettre d'intégrer un parcours d'insertion, insertion professionnelle par la formation, par l'emploi, mais aussi l'insertion sociale. Donc aujourd'hui, c'était essentiel pour Pôle emploi d'être présent pour cette convention de partenariat avec la ville de Bémao. Nous avons 2 agences situées sur le territoire et nous œuvrons quotidiennement pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi et les entreprises et donc de permettre justement de formaliser cet échange, cette collaboration par une convention, c'était essentiel pour nous. Aujourd'hui, le maire a eu l'idée de conseil municipal à créer un guichet unique sur l'insertion professionnelle. Alors dans ce cadre, nous avons contacté différents partenaires tels que la mission locale, le Pôle emploi, Envergure, comme vous avez vu, A2I et l'ADI, justement pour nous accompagner dans cette démarche de partenariat pour pouvoir aider les personnes, les demandeurs d'emploi, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, dans leur parcours d'insertion pour une insertion durable professionnellement. Plus de 400 jeunes qui ont été accompagnés par la cellule d'insertion de la ville et la mission locale, et bien plus de la moitié de ces jeunes ont pu intégrer un parcours d'insertion. Donc la ville, nous poursuivons notre politique publique en faveur de l'insertion et j'ai ce langage de franchise et de vérité. Je le dis aux jeunes, la ville ne pourra jamais intégrer tout le monde. C'est pourquoi nous voulons, vaille que vaille, les accompagner sur tous les dispositifs qui existent, le Pôle emploi. Donc, continuer nos politiques publiques, continuer la vigueur que nous avons à accompagner nos jeunes de manière à ce que cette mandature soit réussie avec eux, pas sans eux, pour nous permettre de réussir cette ambition-là. Et on enchaîne avec le séminaire autour du plan local d'insertion de la Riviera du Levant. L'objectif étant de déterminer les besoins pour les entreprises et les acteurs sociaux. Regardez. La direction de l'emploi et la cohésion sociale de la CAR, la Riviera du Levant, nous organisons donc aujourd'hui un séminaire sur le PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi. Donc l'objectif aujourd'hui sera de cette matinée, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur les enjeux du PLI avec l'ensemble des partenaires pour qu'on puisse en fait voir dans quels sont les dispositifs qu'on pourrait mettre en place. Il s'agit pour nous de savoir de quoi parle-t-on, parce que depuis 1999, ce dispositif existe.
existe et que la loi NOTRe a permis effectivement de rendre beaucoup plus large les compétences. Et il s'agit de mettre en place sur ce territoire le pli. Et nous, c'est de savoir la question fondamentale de quoi a besoin en fin de compte. Et là, nous avons besoin de la partie économique, c'est-à-dire des entreprises et les personnes les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes vers ces entreprises. Et là, il faut mettre en place cette synergie d'acteurs pour permettre effectivement à résoudre le problème de l'insertion. Il y a un portage politique qui doit être extrêmement important. Ça, c'est une première chose. Alors, visiblement, il l'est, mais il faut qu'il soit important dans la durée. Parce qu'en fait, on va traverser des tempêtes, des moments qui sont complexes et il faut qu'ils soient importants dans la durée. Et puis l'autre aspect, c'est l'initiative, c'est la capacité à faire des projets qui soient adaptés au territoire. Donc aussi bien entendu les entreprises, mais aussi des projets de territoire. Des projets, construire, mettre de l'ingénierie de projet, comme ça a été fait, donc on a vu avec Madame Davidi. Donc de l'ingénierie de projet pour pouvoir former des gens, leur permettre d'entrer dans des emplois, mais aussi de pouvoir répondre aux problématiques du territoire. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous mettre, nous, institutions, autour d'une table pour réfléchir sur les actions à mener pour l'épanouissement de nos populations en matière d'insertion, de formation et d'intégration. C'est important de savoir comment articuler cet outil et aussi prendre connaissance de l'expérience du Périgueux, de l'expérience aussi de la communauté du nord de la Martinique, pour pouvoir mieux comprendre et savoir comment nous aussi se lancer dans ce pli. Certes, on sait que c'est un outil qui est intéressant, mais c'est important d'avoir l'expérience déjà, le vécu d'autres partenaires. Pour qu'on puisse trouver les bonnes réponses, il faut qu'on fasse les bonnes réponses et des adaptations à ce qui existe déjà. Donc utiliser le droit commun, ça a été dit, mais utiliser le droit commun en mobilisant, parce que le FSE nous permet cela, de pouvoir faire des projets qui soient adaptés, véritablement ajustés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.